On s'occupe pas du Bon, je suis désolé qu'on ait qu'une seule. Merci d'être venu. Je fais partie de l'équipe en plus. Donc, bonjour à tous et bonjour aux auditeurs qui sont en visioconférence. Donc, nous allons attaquer le dernier déjeuner des curieux, série d'une 5 de l'année 2025, organisée par une unité de recherche INRAE, AgroParisTech et l'Université Paris-Saclay, qui s'appelle SADAPT. Donc, si vous n'avez pas pu participer à ces déjeuners des curieux, vous pouvez les retrouver sur le site internet de cette UMR en podcast ou en vidéo. Donc, merci de votre écoute et vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez sur le chat. Les intervenants y répondront. Donc, on est parti pour à peu près 45 minutes d'interview et ensuite, on donnera la parole à la salle et aux auditeurs. Merci. Oui, donc bonjour. Je vais présenter donc cette table ronde, Loïc Chauveau du magazine Sciences et Avenir. Alors, on va parler des relations nouvelles de l'agriculture avec l'architecture. C'est deux termes qu'on n'a pas souvent l'occasion de rapprocher, mais pourtant si, parce qu'on n'utilise pas le mot architecture, d'ailleurs on utilise le mot urbaine, l'agriculture urbaine. Donc c'est l'occupation de friches, d'interstices délaissés, des parkings parfois, il y a aussi l'essor des jardins partagés. Enfin, il y a tout un mouvement qu'on ne peut pas dire agricole et social autour du retour de l'agriculture dans le tissu urbain. Alors, nous allons voir d'ailleurs qu'il s'agit d'un nouveau chapitre d'une histoire qui remonte à des millénaires, au tout début en fait, de l'établissement des sociétés humaines. Alors, je vais vous démarrer tout de suite par vous, Sébastien Marot. Vous êtes philosophe de formation, donc vous étudiez les liens anciens entre urbanité et agriculture. Vous êtes enseignant à l'école d'architecture de la ville et des territoires, l'université Paris-Est, et à l'école polytechnique de Lausanne, donc en Suisse. Et donc, pour vous accompagner, Boris Marcel, directeur national et cofondateur du réseau L'École Vert, dédié à la transition alimentaire et au développement de l'agriculture urbaine, enseignant vacataire sur la transition écologique, et vous allez pouvoir nous donner vos expériences de terrain. Boris Marcel, architecture, agriculture, vous enseignez cette relation au sein du monde académique. C'est quand même pas courant d'avoir ces deux mots ensemble. Et vous dites, ils sont nés ensemble, l'architecture et l'agriculture. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire ? Pour expliquer le contexte dans lequel, disons, des architectes et puis des enseignants en école d'architecture ou de paysage ou d'urbanisme se penchent sur ces questions, dans mon cas particulier, depuis une vingtaine d'années maintenant, depuis que je suis rentré d'un long voyage de plusieurs années aux États-Unis, je m'étais dit, en rentrant, c'était il y a 20 ans, on ne peut pas ne pas enseigner de façon quasi propédeutique dans ces écoles qui forment des gens qui vont faire profession de modifier, transformer les territoires que nous habitons. On ne peut pas faire l'économie de se pencher, de leur enseigner ce qu'on peut enseigner sur l'histoire et la théorie de l'environnement. C'est-à-dire leur fournir une sorte de rétroviseur pour comprendre quelles ont été l'histoire des dynamiques d'aménagement de nos territoires. Donc depuis une vingtaine d'années, c'est ce que j'essaye de faire. En première année, dans une sorte ces écoles. D'où venons-nous ? D'où venons-nous ? Où en sommes-nous ? Qu'est-ce qui explique, au fond, le monde dans lequel nous vivons et quelle a été son histoire ? Parce que s'il est toujours important, ces étudiants, ils sont en âge de passer le permis de conduire, en gros, en général. Et moi, ce que je leur dis, c'est quand vous passez le permis, vous êtes toujours, ça consiste à être assis à côté de quelqu'un qui est un peu casse-pied et qui vous rappelle sans arrêt, regarde dans le rétroviseur. Et c'est important parce que, évidemment, qu'il faut regarder à travers le pare-brise pour savoir où on est, où on va, etc. Mais le pare-brise ne nous donne pas toutes les informations sur les dynamiques dans lesquelles on est engagé, ce qui pourrait nous rattraper de derrière. Voilà.
Donc l'idée de faire des cours d'histoire de l'environnement, des ressources, de tout ça, de toutes les problématiques, jusqu'aux problématiques environnementales qui sont les nôtres, c'est dans ce cadre-là, en essayant de fabriquer un cours à destination des étudiants architectes, que j'ai très très rapidement été, et qu'on est naturellement amené à regarder non pas juste l'histoire de l'architecture, de l'urbanisme, etc., mais l'histoire d'une autre type d'activité fondamentale qu'on peut appeler l'agriculture au sens large du terme, qui implique beaucoup d'autres choses que juste la nourriture, les fibres, les bois de enfin, le matériau de construction, enfin plein de choses, quoi. Bon. Et comme vous dites, en effet, on est frappé de voir, parce que ça ne saute pas aux yeux aujourd'hui, qu'il y ait des relations si fortes, historiques, entre l'architecture, l'urbanisme et l'agriculture. Pourquoi ? Parce qu'en général, aujourd'hui, les villes sont précisément l'endroit, des endroits qui sont quasi par définition incapables de nourrir leurs habitants, en gros, et que l'agriculture, c'est ailleurs, en gros. Or, dans l'histoire, c'est très frappant de constater, on pourrait dire même la préhistoire, c'est très frappant de constater que les pratiques qu'on désigne sous le nom d'agriculture et les pratiques qu'on désigne sous le nom d'architecture, de construction, sont en fait contemporaines, apparaissent de façon contemporaine, au moment où des sociétés humaines qui jusque-là tiraient l'essentiel de leur subsistance de ce qu'on appelle la chasse, la cueillette, des prélèvements dans leur environnement. Et le nomadisme. Et le nomadisme, par définition, puisqu'il s'agissait d'aller chercher les choses là où elles sont. Alors, ils n'étaient pas sans modifier plus ou moins consciemment leur environnement, par des pratiques qui sont proto-agricoles, on pourrait dire. Mais en gros, ce qu'on appelle la révolution néolithique, même si le mot révolution est un peu fort au sens où il fait penser à un événement qui serait arrivé d'un seul coup, dans cette période néolithique, c'est-à-dire en gros à partir d'il y a 10 à 12 000 ans dans certaines régions du monde, il y a un peu moins longtemps dans d'autres, etc., on voit apparaître des foyers géographiques où des sociétés humaines se mettent d'une part à piloter des convertisseurs énergétiques, comme disent les biologiques, que sont des plantes ou des animaux, c'est-à-dire à domestiquer des plantes et des animaux de plus en plus fortement, et du coup deviennent, quand elles ne l'étaient pas déjà, parce que ça arrive aussi, deviennent en tout cas beaucoup plus sédentaires sur les territoires dont ils pilotent la biomasse, en gros, et donc se domestiquent elles-mêmes, ces sociétés, de façon beaucoup plus permanente sur ces territoires avec lesquels elles vont entrer en coévolution. Donc tout part de l'agriculture, alors. Oui, de l'agriculture, mais du coup, elles se domestiquent elles-mêmes, ces sociétés, de façon permanente dans des structures de plus en plus pérennes qu'on appelle l'architecture et qu'on va appeler les villages et plus tard des villes. Sur quel site archéologique s'appuie-t-on pour raconter cette histoire ? Alors, il y a plein d'endroits, parce que des foyers de domestication, dans ces deux sens du mot, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu au Moyen-Orient, qui est en gros au Proche-Orient et au Moyen-Orient, qui est disons le foyer à la fois probablement le plus ancien et le plus documenté, surtout, mais il y en a eu en Chine du Nord, il y en a eu en Amérique centrale et en Amérique du Sud, il y en a eu, mais à plusieurs époques différentes, sans apparemment de lien entre eux. Donc, toujours entre 10 000, 8 000 ans ou... 10 000, 8 000, 6 000, 4 000, en Amérique du Nord, un peu plus tard, voyez. Donc ça a mis mais en gros, à l'échelle des temps de notre planète, c'est très très peu de temps. C'est une sorte de concomitance, ça. Donc oui, on peut dire que l'agriculture et l'architecture sont des sœurs jumelles en ce sens, c'est-à-dire qu'elles sont prises dans une sorte de courbe de rétroaction entre elles, qu'elles s'encouragent mutuellement l'une l'autre.
Maintenant, les villes, c'est un peu plus tard. C'est-à-dire les villes au sens de gros organismes qui incluent une division du travail assez poussée, qui inclut une hiérarchisation sociale, etc., qui sont importantes en population, etc., où vont fleurir des choses comme l'écriture, comme la monnaie, comme plein de choses comme ça. Ça, en général, c'est toujours à partir de chacun de ces foyers, allez, 3 ou 4 000 ans après, qu'on voit ces méga machines voyez, apparaître. À chaque Donc fois. il y a une lente évolution qui se fait. Il y a une lente évolution qui plusieurs centaines de générations. qui va du village, en gros, ou, vous voyez, du petit village, même construit en dur. Hein, on en a plein d'exemples dès le 9e millénaire avant notre ère, en Anatolie, vous voyez, dans toutes ces régions, jusqu'à ce qu'on aille vers des assez grosses villes, Our et Uruk par exemple en Mésopotamie, où là, on n'est plus du tout, je veux dire, dans la coexistence artisanale comme ça, simplement. Il y a une division du travail très poussée, vous voyez, il y a des classes sociales importantes, etc. Et est-ce qu'il y a une division de l'espace de cette époque-là, c'est-à-dire d'un côté la ville, de l'autre côté la nature et l'agriculture? Ou est-ce que l'agriculture perdure comment ça Non, se... c'est très proche. Ce sont des, même dans ces villes en question, ce sont des villes qui tirent l'essentiel de leur subsistance et de leurs ressources de ce qu'on appelle les pratiques agricoles. Dans le tissu urbain? Ou est-ce qu'il y a déjà une césure? Non, mais la distinction entre la ville et son territoire, même jusqu'en Grèce, comme ça, c'est une distinction un peu qu'on plaque un tout petit peu dessus. C'est notre vision du 21e siècle. Oui, même s'il y a des concentrations centrales des villes qui peuvent d'ailleurs exister pour des raisons de défense, etc., ou pour des raisons de captation de populations esclaves, etc. Parce que les villes, ça repose très fortement sur une concentration, vous voyez, une concentration qui est rendue possible souvent et qui est rendue nécessaire pour une sorte de seconde révolution agricole, c'est-à-dire l'apparition d'outils beaucoup plus efficaces, par exemple, les animaux de trait, par exemple, et surtout, c'est la grande thèse de Marx, les nécessités de faire des systèmes d'irrigation, lesquels impliquent d'irrigation ou de drainage, lesquels impliquent une organisation importante, une division du travail forte. Et la thèse il y a eu beaucoup d'historiens, Karl Wittfogel, qui, dans la lignée de Marx, disent le despotisme oriental, autrement dit ces grandes premières villes, ont été causées par une sorte de perfectionnement, radicalisation des pratiques agricoles autour de les céréales, autour de plus en plus de cultures massives de céréales. Hein. Ça vaut pour le croissant fertile, mais ça vaut aussi pour la Chine ou pour l'Amérique centrale, avec chaque fois le maïs là, les blés et compagnie ici, le riz là-bas. Que je comprenne bien, ce despotisme, ça veut dire que c'est l'imposition d'un modèle qui s'est ensuite diffusé partout? Non, quand il dit le despotisme oriental, il veut parler du type de pouvoir politique qui génère à son tour ces grosses villes avec une hiérarchie sociale très importante et une politique de domination de population un peu asservie. Et quand on dit despotisme, c'est que ça s'est étendu dans le temps, qu'on retrouve tout ça au travers des siècles, au travers des millénaires, jusqu'au Moyen-Âge, jusqu'au 19e siècle peut-être? Non. Non. Non, il ne parle pas de ça. Mais est-ce qu'il y a eu justement une évolution de ces villes? Bien sûr, il y a eu une évolution importante ensuite partout. L'histoire longue, là, il y a une série de moments très importants. Si j'en viens presque à la période, je veux dire, aux 2 derniers millénaires, ceux qu'on connaît le mieux, qui nous sont enseignés le plus sous nos latitudes, il y a eu une série de transformations importantes. Il y a eu d'abord,
avant, il y a eu, on peut dire, à partir de ces premières villes importantes, une croissance en taille des territoires qu'elles maîtrisent. Déjà, les ligues de cités grecques commencent à s'assurer un approvisionnement de denrées absolument Mais il faut nourrir la essentielles. population, donc avoir des grands espaces. Des sur grands lesquels- espaces, mais aussi contraindre d'autres espaces ailleurs aux besoins, en les réduisant plus ou moins en esclavage, à leur fournir des denrées absolument essentielles qui, jusqu'alors, dans l'économie des villages, disons, étaient plutôt cultivées dans l'orbite du village lui-même. Les villes instaurent des régimes de dépendance importants comme ça. Des relations commerciales. Les relations commerciales. Par exemple, il y a un sujet qui m'intéresse énormément, qui est cette espèce d'architecture canonique pour tous les architectes, qu'est le temple grec. Le temple grec, qu'est-ce que c'est, au fond ? Il apparaît vers le VIe siècle avant notre ère, cette espèce de type, qu'est-ce que c'est ? Il y a un architecte allemand récemment qui dit, parce que la thèse habituelle des théoriciens de l'architecture depuis 2000 ans, c'est de dire le temple grec, c'est la transposition en pierre de bâtiments publics en bois, qui était celui du démos de la communauté villageoise, et donc qui était en bois, donc les colonnes, la frise du temple, avec des triglyphes qui seraient des symboles d'abous de poutres soutenant un chantier. Il y a un architecte allemand qui, après quelques autres, récemment, il y a une trentaine d'années, a écrit un texte pour dire mais c'est quand même très marrant de voir que le temple grec, ça ressemble énormément à un bâtiment vernaculaire, agraire, absolument fondamental dans toutes les sociétés agraires de l'époque et jusqu'à assez récemment, qui est le grenier à grains. Le grenier à grains, sur les aires de battage de n'importe quel village, eh bien, c'est l'endroit où on stocke la ressource pour le lendemain, etc. Enfin, on stocke les ressources absolument essentielles au village. Eh bien, en gros, et il dit, d'ailleurs, en général, qu'est-ce que c'est un grenier à grains ? Il faut le surélever du sol, voyez, d'une part, d'où les colonnes. Il faut protéger la ressource des rongeurs, d'où les chapiteaux, doriques par gravité, mais vous pouvez mettre un linge avec des répulsifs aussi, donc c'est l'ordre ionien qui serait symbolisé, et puis l'acanthe de l'ordre corinthien, c'est un répulsif très connu, l'acanthe. Et puis enfin, les triglyphes de la frise du temple dorique, ce ne seraient pas des abouts de poutre, ils sont déjà pas très convaincants comme abouts de poutre, mais ils pourraient très bien être des symboles de grille de ventilation, parce qu'il faut ventiler. Alors vous me direz, ok, mais le temple grec n'est pas un grenier à grains, et c'est tout le point. Le grenier à grains apparaît vers le VIe siècle, au moment où les grandes cités grecques commencent à devenir dépendantes de territoires lointains parfois elles asservissent, voyez, et pour pouvoir spécialiser leur agriculture dans une agriculture de marché, l'olive, le vin, etc. Donc il n'est pas rare, voyez, qu'au moment même où on sait qu'on commence à s'éloigner des valeurs de prévoyance qui étaient celles du démos de la communauté villageoise, on se mette à célébrer ces mêmes valeurs, à les sublimer, c'est-à-dire à les faire passer à l'état gazeux, comme ça. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on pourrait très bien avoir une lecture du temple grec comme un premier exemple de greenwashing. Boris Marcel, qu'est-ce que ça vous inspire, ce récit de cette séparation, de cette construction entre ville et urbanisme et agriculture? Alors, pour revenir sur des temps un peu plus récents, moi, ce que j'observe, en tout cas sur des villes comme Paris, par exemple, c'est que ces villes-là, elles se sont construites parce qu'il y avait la présence de l'eau et la présence de terres fertiles. Et avec l'urbanisation, en fait, les premières terres qu'on détruit et qu'on urbanise, c'est les terres qui nous servaient à nous nourrir. Donc là, il y a un gros problème sur l'aménagement urbain. Après, sur la séparation entre le milieu agricole et le milieu urbain, moi, je le vois surtout à l'aune de la spécialisation, mais on reviendra peut-être après dessus. Et cette spécialisation, elle a peut-être commencé très très tôt. Moi, en tout cas, un des éléments fondateurs de cette spécialisation agricole, c'est la traite et l'ère plantanocène, où en fait des grands empires coloniaux ont utilisé des pays du Sud pour un arrière-pays d'exportation, que ce soit le Brésil, les Caraïbes, l'Amérique centrale, puis après l'Afrique ou encore l'Asie,
sur des monocultures qui servaient à nourrir. Donc on revient un peu aussi aux empires romains qui utilisaient l'asservissement, voilà, et qui asservissaient. Et la traite, c'était clairement ça. Et puis après, cette spécialisation qui est arrivée en Occident, surtout avec, à sortir de la Seconde Guerre mondiale, et puis des différentes évolutions liées à la révolution agricole, donc la spécialisation, les sélections variétales. L'émergence des métiers. Oui, tout à fait. Et puis accompagné par la motorisation, la mécanisation, et puis cette agriculture industrielle qu'on voit aujourd'hui, quoi. On parlait spécialisation des espaces, justement, comment vous le voyez est-ce qu'elle est vraiment, il y a une frontière, il y a une spécialisation forte? Clairement, ouais. Et à l'échelle mondiale, comme à l'échelle française, si je prends à l'échelle française, on voit bien que, par exemple, la majeure partie du porc, il est produit en Bretagne, et cette spécialisation et cette concentration amènent des dégradations. On parle des algues vertes ou d'autres. Par exemple, pour la vigne, pareil. Et en fait, cette spécialisation, elle est logique dans le sens où il y a des avantages spécifiques à des territoires, mais elle a été menée à outrance, ce qui fait qu'on a perdu en résilience sur chacun des territoires. Et prenons le cas de l'Île-de-France, la moitié du territoire d'Île-de-France est dédiée à la culture céréalière, qui est donc très spécialisée, mais destinée à l'exportation, ce qui fait que les territoires ne sont jamais autonomes ou autosuffisants, mais là, on parle d'autonomie de l'ordre de, sur des aires urbaines, de 1 à max 5-6%, donc c'est très très faible. Et on observe une corrélation entre ce qu'on dit, oui, la France, il faut nourrir le monde, il faut exporter, mais en fait, il y a une corrélation entre le nombre d'exportations et le nombre d'importations. C'est-à-dire qu'elles augmentent un peu proportionnellement. Et donc, la souveraineté, ce serait peut-être de diminuer un peu cette culture d'import-export. Il faudrait citer là les travaux du Pirensen depuis 30 ans et Gilles Billien notamment sur les flux de nitrates sur le territoire d'Île-de-France. Cette spécialisation, mais là vous parlez de spécialisation de zones rurales, de production, mais je voulais parler entre la ville et le rural. Est-ce qu'effectivement là on a au fil du temps quelque chose de très solide qui s'est construit avec deux mondes complètement différents, celui de l'urbain d'un côté, celui du rural de l'autre, avec des incompréhensions, même parfois des absences complètes de communication, quoi, en quelque sorte. Où est-ce qu'on en est de cette... Est-ce que je peux poursuivre une seconde sur ce que vient de dire bien sûr. Boris, pour abonder d'ailleurs dans ce sens. En gros, on a eu une très très vaste période au cours de notre histoire, qu'on appelle en général le Moyen-Âge. Et le Moyen-Âge, on peut voir une grande partie de ce Moyen-Âge, en tout cas son premier demi-millénaire, en gros, comme un vaste mouvement d'exode urbain, c'est-à-dire d'effondrement ou d'érosion, disons, des grosses infrastructures urbaines, tous les chemins mènent à Rome, de l'Empire romain. Là, c'est peu à peu, en Europe, fabriqué, mais il y a des cas analogues dans bien d'autres régions du monde, c'est fabriqué avec cet exode urbain, tout un tas de coutumes, de communs, voyez, de cette période féodale qu'on a toujours tendance à regarder avec beaucoup. Oui, c'est l'âge sombre, c'est horrible. C'est la décadence. C'est le 5e, 6e siècle, voilà, a une très mauvaise réputation. Et il y a des tas de choses, évidemment, c'est mixte, enfin, je veux dire, c'est compliqué, tout ça. Mais il serait temps de porter un regard un tout petit peu plus attentif à tout ce qui s'est fait, et c'est ce qui se passe beaucoup chez les historiens, de voir s'il n'y a pas eu des tas de modes d'organisation qui ne mériteraient pas, beaucoup plus communaux, qui ne mériteraient pas d'être remis en exergue aujourd'hui, notamment pour leur vertu. Donnez-moi des exemples. Durable. Non, mais je veux... Attends, une seconde. En gros, pour donner juste... c'est pas un exemple, mais pour expliquer... cette période, le droit coutumier qui s'est mis en place voyez, autour des structures agraires médiévales, ce ne sont pas des territoires où règne la propriété privée exclusive. Il y a des tas d'usages, voyez, de droits coutumiers qui s'empilent au-dessus des territoires et qui font qu'on a la propriété, par exemple, sur une parcelle que de la récolte, au moment de la récolte, mais pas de ce qui reste, du foin, etc. Bref, il y a un ensemble de coutumes collectives et de droits coutumiers qui assurent la pérennité, disons, de la communauté.
Une des choses très importantes qui s'est passée, en gros, avant même la révolution industrielle, c'est ce qu'on pourrait appeler la montée en régime de l'économie de marché, qui s'étale en gros de la Renaissance jusqu'au XVIIIe, XIXe siècle, qui va avoir la loi de l'accumulation du capital, d'une certaine manière, se jouer de plus en plus, et dont la traduction géographique va être la concentration dans des villes de plus en plus importantes. Les métropoles, c'est, on pourrait dire, la traduction géographique de cette loi d'accumulation. Et Marx, que je trouve est un très grand historien de ces questions, explique que ce qui a lancé cette affaire, c'est deux choses. Les colonies, c'est-à-dire c'est une première accumulation sur laquelle a pu se lancer ce système ou cette loi de l'accumulation, les colonies à l'extérieur, les plantations, uniquement dirigées vers le marché, et de l'autre, les enclosures, c'est-à-dire la privatisation des communaux, qui a fait qu'on est passé d'une économie qui était largement une économie de subsistance, où on faisait plusieurs choses à la fois. Un village, comme on dit souvent, c'est un endroit où quand on a besoin de quelque chose, on le fait. Une ville, c'est un endroit dans lequel, quand on a besoin de quelque chose, on appelle un spécialiste. En gros, c'est ça. C'est bien résumé. Voilà. Et cet exode rural massif qui a existé depuis 5 siècles et dont le dernier remembrement est d'une certaine manière une nouvelle phase d'accélération après la Seconde Guerre mondiale, c'est un même processus d'évacuation des campagnes, de drainage des campagnes de leur population et de leurs ressources, et qui a encouragé la spécialisation sur les avantages comparatifs de toutes les régions, l'incorporation et ce résultat incroyable que dans notre pays, par exemple, il n'y ait plus qu'à peine 400 000 paysans dans toute la France. Juste pour compléter sur cette fameuse scission que vous évoquiez, si on prolonge, peut-être, en tout cas sur les villes occidentales et les villes européennes, il me semble que là où on a vraiment pu voir une scission physique, c'est la mondialisation, c'est cette fameuse spécialisation, mais c'est aussi le mouvement hygiéniste qui a enlevé toute la production de viande hors des villes. C'est quand on a par exemple... toutes les villes se sont concentrées avec des halles au milieu, qui étaient un peu le ventre de chaque ville. Et par exemple, aujourd'hui, quand on voit les halles qui sont un centre commercial et que du coup on a sorti ce ventre et ça est devenu Rungis. Donc je pense qu'il y a eu déjà ce mouvement de sortie de toutes les denrées animales. Et puis après, les denrées plus végétales, ça s'est fait plus progressivement avec l'étalement urbain, où en fait il y a eu un mitage qui s'est opéré. Et donc ça, c'est une déconnexion peut-être plus physique. Et la déconnexion psychologique, elle est arrivée en concomitance ou un peu après. Et aujourd'hui, on voit en fait un urbain, il va acheter la majeure partie de sa nourriture dans des supermarchés sans savoir la provenance, sans savoir si ça a été produit à côté. Donc il y a une vraie déconnexion psychologique et sans même savoir parfois à quoi ressemblent les produits bruts qui ont façonné le produit qu'on mange. Donc il y a une vraie déconnexion, mais philosophique, physique, psychique, à tous les niveaux par rapport à notre alimentation. Justement, donc ça va être notre deuxième partie de débat pour explorer un petit peu cette dichotomie, cette frontière forte qui a été construite ainsi. On voit maintenant le retour, la volonté de retrouver des plantes au sein du tissu urbain. Alors, Boris Marcel, est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler un petit peu comment a démarré cette démarche et ensuite, vous, votre pratique, comment vous la faites évoluer, quoi, en quelque sorte. Comment ça a démarré, cette histoire de... Alors, comment ça a démarré ? Je pense que l'agriculture urbaine, ça a toujours existé. Donc, oui, mais sous quelle forme ? Elle n'était pas visible, en tout cas ou... Je pense que si, mais c'est juste qu'en fait, on ne mettait pas le terme d'agriculture urbaine. Alors, c'était quoi, par exemple ? C'était juste de l'agriculture pour subvenir aux besoins de la population. C'est juste qu'elle a été renouvelée ces dernières années. Par effet, je pense aussi, plus il y a une déconnexion des urbains avec la nature et l'environnement, plus il y a un besoin de se reconnecter et l'agriculture urbaine a été un outil pour nommer ce besoin de reconnexion. Après, je ferai la différence entre les pays occidentaux et les pays du Sud, où il y a encore cette agriculture urbaine nourricière qui est les villes très africaines, importante. l'agriculture est encore dans le tissu urbain.
comme Cotonou, Antananarivo, où en fait il y a une grande partie de la production animale qui est encore en milieu intra-urbain, ou des villes comme la Havane, etc. Mais en tout cas, dans les milieux, dans les villes occidentales, depuis 20 ou 30 années, il y a un besoin de renouvellement de cette forme d'agriculture. Et à titre personnel, elle s'est manifestée parce que mes grands-parents sont issus du monde agricole, j'ai une partie de ma famille, et pour autant j'ai été élevé en milieu urbain avec une déconnexion totale avec cette nature et cette agriculture, ce qui fait que je ne savais même pas faire pousser une carotte. Maintenant je sais un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Et donc du coup un besoin de se rapprocher de ça. Et en fait, on est 80% à vivre en ville aujourd'hui, donc beaucoup à être habitués à ce milieu-là, et l'agriculture urbaine a été perçue comme un sas pour pouvoir redécouvrir ce milieu agricole sans trop changer notre mode de vie, et puis après peut-être de manière évolutive retourner vers le monde rural. En tout cas, c'est ce que nous on appelle de nos voeux, que l'agriculture urbaine soit un intermédiaire pour recréer un exode et recréer ce qu'on appelle les NIMA, donc des agriculteurs non issus du milieu agricole. Mais au début, vous êtes tout seul, vous avez envie de faire pousser des carottes, mais vous ne pouvez pas le faire tout seul. Vous êtes dans votre milieu urbain. Comment est-ce que ça s'est organisé en quelque sorte ? Comment on a pu faire des structures, des associations, diffuser les envies, ce qu'on peut appeler ce qui était au départ des envies. Alors je crois qu'une des grandes différences entre l'agriculture urbaine et la grande agriculture, c'est qu'elle se fait sur du foncier public. Là où l'agriculture privée, enfin l'agriculture classique, c'est plutôt du privé. Là, en fait, quand on a une volonté de monter des projets d'agriculture urbaine et professionnelle, une des premières étapes, en fait, c'est d'aller voir ceux qui gèrent la cité, donc les élus, les techniciens des villes. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Les premières fermes urbaines, le réseau Colvert. Bon, à l'origine, moi, quand j'ai commencé, puis maintenant on est un grand nombre de personnes. Et la première étape, c'est de faire un diagnostic de territoire, donc d'aller identifier le territoire, de cartographier le territoire, de rencontrer effectivement les élus, mais aussi les associations qui œuvrent déjà. Donc il y avait par exemple à Rennes, dont je suis issu, il y avait des fermes périurbaines, mais il n'y avait pas de ferme en milieu urbain. Donc on a identifié des quartiers où ça pouvait se faire. Et en fait, on s'est rendu compte que dans les quartiers prioritaires de la ville, il y a une morphologie, alors un urbanisme, mais je pense que tu sauras mieux que moi en parler, où il y a des grandes tours, mais par contre, il y a plus de surface au sol qui sont enherbées, qui sont des espaces verts. Alors que dans les quartiers plus classiques, ça va être des maisons avec des jardins privatifs, donc moins d'espace pour faire des fermes urbaines professionnelles. Et en plus, nous, on voulait que notre agriculture urbaine, elle soit à la fois vecteur d'enjeux écologiques, mais d'enjeux sociaux également. Donc les quartiers prioritaires paraissaient être très pertinents par rapport à ça. Ce que dit Boris est important, c'est la question de la densité de la ville et de la place qui peut être accordée à quelque chose d'autre que le tissu urbain, que le béton ou que l'architecture. Oui. Oui, et il existe d'ailleurs plusieurs discours comme ça sur comment rétablir un lien entre agriculture ou urbanisme et agriculture et urbanisme, agriculture et architecture, ville et campagne, quoi. Par exemple, moi j'ai tenu à essayer de distinguer un peu plusieurs discours qui se présentent tous comme des discours environnementaux, comme ça, mais qui sont très différents les uns des autres. Celui que décrit Boris à l'instant, avec les associations dans lesquelles... Je l'appelle l'infiltration. Pour dire, au fond, c'est des tas d'initiatives horticoles, agricoles, sylvicoles, qui colonisent d'une certaine façon, alors discrètement, souvent, au coup par coup, de façon acupuncturelle, des milieux urbains. Des toitures, des talus, des terrains vagues qui deviennent des sortes de communs de fortune dans les quartiers. Et puis c'est aussi tous ces urbains qui s'abonnent à des arrière-pays à travers des AMAP ou des choses de ce genre. Bon. Ça, c'est vraiment ce qu'on peut appeler l'agriculture urbaine. Mais vous avez aussi quelque chose qu'on pourrait appeler l'urbanisme agricole. C'est un peu différent. C'est des gens, et il y a beaucoup d'architectes qui se retrouvent là-dedans. Ça, c'est une démarche qui consiste à dire, de toute façon, on est 80% d'urbain, puis ça va être encore plus. C'est la destinée manifeste de l'humanité que de s'urbaniser, en gros.
et toutes les statistiques les plus officielles mondiales vous disent on va aller vers de plus en plus d'urbain. Et du coup, eux, ils se disent ah bah oui, donc ça veut dire que les villes vont s'étendre, elles vont continuer de s'étendre, mais vont intégrer dans leur programme la sylviculture, l'agriculture, etc., vont devenir hybrides. Il y a un grand architecte américain du XXe siècle qui s'appelait Frank Lloyd Wright, qui avait fait un projet qui s'appelait Broadacre City, comme ça, d'une ville horizontale, où chaque foyer, en gros, aurait un acre et cultiverait. Donc on serait part-time farmer et part-time urbain, en gros. Donc il y a un peu cette idée-là. Il y a d'autres gens qui disent, de toute façon, maintenant, les villes sont de plus en plus denses. Ça va être des villes à mort dense, et donc il faut rapprocher l'agriculture de ces villes. Il faut faire des buildings that grow food, très high-tech, très ça existe, tout ça. Quelques exemples aux États-Unis, effectivement. Il y en a plein des exemples, puis c'est l'imaginaire, si vous voulez, qu'on va continuer la concentration comme ça, en disant que c'est écologique, parce que comme ça on laisse des parcs de nature sauvage qui ne seront fréquentés que par des scientifiques qui vont apprendre comment faire du biomimétisme, etc., et faire des robots à partir de là. Vous voyez, c'est un peu puis là, le sommet de cette affaire, c'est d'aller terraformer Mars avec Elon Musk, etc. Vous voyez, bon, mais il se présente comme un discours environnemental. Et puis enfin, et Boris en a touché un mot aussi, eh bien, il y a tous ces collectifs ou tous ces individus qui entreprennent ou tentent d'entreprendre, peut-être d'abord en ville, peut-être d'abord dans l'orbite, disons, suburbaine des villes, et puis plus loin, d'entreprendre un renversement de cette logique d'exode rural qui a produit la situation dans laquelle nous sommes, et de produire quelque chose comme un exode urbain qui verrait fleurir de nouveaux villages, d'une certaine manière, de nouvelles communautés rurales basées sur la culture du vivant, quoi. Boris, oui, pardon, vous voulez réagir ? Pour compléter, alors j'aime beaucoup cette typologie-là. Et effectivement, je pense que nous, on s'inscrit un peu dans l'ordre de l'infiltration. Et pour continuer sur la métaphore romaine, puisqu'on parlait un peu de l'Empire romain, nous, on se considère comme un cheval de Troie. En fait, on est dans la ville en tant que cheval de Troie pour lutter contre l'accaparement urbain ou l'étalement urbain et pour défendre la transition alimentaire. Et peut-être qu'on fera du lien avec l'urbanisme agricole dans le sens où de créer des initiatives un peu partout et de mailler le territoire, c'est bien. Après, si on arrive avec la puissance publique à relier ça aux logiques de trame verte, trame bleue, trame brune, trame blanche et compagnie, et d'avoir une vraie politique agricole, je pense que ça a plus de poids. Alors, il y a les PAT pour ça, il y a plein d'autres stratégies, mais l'idée, c'est pas juste de créer des initiatives individuelles, mais après de les relier et d'en faire une politique cohérente. Et pour finir sur cette image aussi de projets plus high-tech, de grandes tours, etc., alors c'est très bien, moi j'adore regarder des dystopies ou des films utopiques, la science-fiction, je suis absolument fan. Par contre, le risque, c'est que ça crée une déconnexion encore plus forte avec le monde agricole, là où on cherche à relier, et ça peut peut-être créer plus de distance qu'autre chose. Et maintenant, quand je parle à des agriculteurs, si je leur parle de l'agriculture urbaine, parfois ils vont avoir cette image de ces trucs un peu high-tech sur les toits. Sans sol. Voilà, hors sol, complètement hors sol. Et en fait, malheureusement, ça crée une mauvaise image de ce secteur qui est là plus pour relier et pour créer des nouveaux débouchés au secteur agricole. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'accueil que vous avez de la part des élus quand vous venez avec... alors vous dites que vous faites déjà une préétude, mais comment est-ce que vous êtes accueillis ? Comment vos projets sont accueillis ? Alors, on a été sur des territoires assez différents, avec une coloration politique aussi différente. Bon, on ne va pas se cacher, c'est sûr que si c'est des écolos, ils vont être quand même plus sensibles au premier abord, mais on peut même avoir des couleurs politiques qui ne sont pas forcément très proches de ces sujets, qui vont être très intéressés. Parce que ça apporte des bénéfices à la ville qui concernent tout le monde. La lutte contre les îlots de chaleur, ça va concerner absolument tous les territoires, même si les territoires les plus urbanisés et les plus précaires vont être encore plus touchés. Donc globalement, soit c'est des élus qui sont direct acquis à la cause et ça va aller beaucoup plus vite, soit c'est des élus qu'on doit convaincre et là on doit parler de tous les bénéfices écosystémiques parce qu'eux s'arrêtent bien souvent à la production alimentaire qui est négligeable, hein. On parle de 3% à l'échelle de la France, donc c'est pas ça qui va nourrir les villes, mais en fait il y a plein d'autres bénéfices écosystémiques qu'on doit vendre entre guillemets à ces élus.
Après, il n'y a pas que le travail auprès des élus, il y a le travail aussi avec la population sur le territoire où on souhaite faire. C'est ce que j'allais vous demander, c'est Et- aussi les ça, habitants, comment on les mobilise, comment on les intéresse. Complètement. Et ça dépend vraiment de la sociologie de chaque territoire. Pour vous donner un exemple assez intéressant, à Rennes, quand on s'est installé dans le quartier prioritaire du Blône, au départ, on avait raisonné que d'un point de vue agronomique et on avait vu un espace enherbé qui était suffisamment grand, peut-être, en tout cas peu pollué. Décrivez-nous le projet, oui, effectivement. Et donc voilà, on s'est dit, ah mais c'est idéal pour installer notre ferme. Et on s'est dit, tout le monde va adorer le fait d'installer une vaste, ferme. il y avait combien C'était un grand espace de pelouse, alors on va dire c'était entre un demi-hectare et 1 hectare. Donc suffisamment pour faire une production d'agriculture urbaine professionnelle, multiservicielle, comme on imagine dans les fermes urbaines. Et en fait, on s'est dit, ah mais l'agriculture urbaine, ça va plaire à tout le monde, on va faire de l'insertion. Et en fait, on s'est pris une énorme volée de bois vert où on a eu une pétition contre le projet parce que pour la sociologie de cet endroit spécifique, et là on ne parle pas d'un quartier, on parle vraiment d'une petite zone dans le quartier, c'était des personnes âgées qui avaient fui la campagne pour retrouver la modernité de la ville, qui voyaient dans le terme insertion délinquance, donc avec des images, qui voyaient dans le terme ferme cochon odeur. Et en fait, il y avait tout un imaginaire qui collait pas avec ce que. Et en plus, ils étaient propriétaires et donc ils voulaient pas baisser le coût de leur foncier. Donc au début, en fait, ça n'a pas été très bien accueilli. Et on a rencontré après l'élu de quartier d'autres habitants qui, eux, avaient hyper envie de mettre en place le projet. Et finalement, on est allé sur un terrain qui était plus pollué, donc de moins bonne qualité agronomique, mais qui était entouré d'un centre social, d'une crèche, d'une mairie de quartier et de plein d'associations. Et en fait, il s'est avéré que cet endroit était bien plus idéal pour mettre en place le projet et qu'il y avait plein de gens qui voulaient travailler dessus. Et ce site s'est appelé le potager des cultures, en référence évidemment à cultiver, mais aussi au fait qu'il y a plus d'une centaine de nationalités qui gravitent autour de ce quartier-là et qui apportent leur savoir-faire sur ce projet. Donc il y a vraiment une mobilisation sociale et donner du sens au quartier, enfin au projet dans le quartier, quoi, chez les habitants. Tout à fait, mais qui ne peut se faire s'il n'y a pas de concertation citoyenne tout au long du projet, et ça prend du temps. Il ne faut pas télescoper un projet comme ça sur un site, parce que ça ne va pas être très bien perçu, puis ça va être perçu parfois comme un projet bobo hors sol. Donc il y a vraiment un temps de concertation. Alors ça, c'est si c'est une logique entrepreneuriale qui porte un projet, mais sinon, parfois, c'est des projets qui sont portés par les citoyens eux-mêmes. Et donc là, on gagne du temps. Partagé. Par exemple, ou même Oui. des projets professionnels qui vont après faire appel à des expertises pour pérenniser le projet. Et là, c'est idéal, parce qu'en fait, les citoyens, c'est les premiers défenseurs de projets qui peuvent être dégradés très facilement en milieu urbain. Qu'est-ce que ça vous inspire, Sébastien, cette expérience, cette importance du tissu social pour... Je crois que c'est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une certaine manière de retrouver un peu plus de subsistance au fond. Et par subsistance, c'est non seulement le fait de savoir au fond cultiver près de chez soi ou fabriquer près de chez soi un certain nombre de choses dont on a besoin, mais ça veut dire coexister les uns avec les autres. Je voulais dire aussi que je suis tout à fait d'accord, évidemment, avec Boris et les mots qu'il a pour ces rêves high-tech de grandes tours comme ça, qui sont vendus au motif que ça rapprocherait la production à l'intérieur des villes des consommateurs, etc. Voyez, je pense que, en gros, moi, ce que j'ai pour habitude maintenant de dire pour essayer de résumer le problème, c'est de dire au fond, il faut qu'on éloigne progressivement nos sociétés d'un mode d'usage des sols délétère qui est la mine, en gros, c'est-à-dire d'aller puiser dans la lithosphère des tas de choses qu'on met en circulation dans le monde. On sait tous les problèmes et les conséquences que ça a rapidement, et les rapprocher d'un mode d'usage des sols beaucoup plus durable en principe, qui est le jardin, c'est-à-dire un endroit où on cultive des ressources au sens propre, c'est-à-dire qui sont capables de ressurgir moyennant soins et attention. Ça veut dire qu'il faut se rapprocher de ces ressources vivantes et s'éloigner évidemment de ces ressources dont le rythme de renouvellement n'a rien à voir avec le temps de nos sociétés, quoi, et qui ont toutes ces conséquences terrifiantes sur l'effondrement de la biodiversité
le changement climatique et autres. Un petit point technique, Boris. Quelle structure vous utilisez? Là, vous avez parlé d'une association, vous êtes Colvert, mais il y a aussi, j'imagine, le poids de la municipalité qui veut regarder. Il y a peut-être des privés qui veulent en faire une activité. Quels sont les différents modes de gestion des projets urbains? Elles peuvent être des trois ordres, donc privés, associatifs ou municipaux. Nous, on est plutôt sur la logique associative et je pense que la majeure partie des projets sont sur cette logique associative. La majeure partie des projets high-tech sont plutôt sur des logiques privées de start-up. Et d'ailleurs, parfois, c'est eux qui vont capter les capitaux parce qu'une levée de fonds sur de l'innovation technologique, c'est plus médiatisable ou plus trendy ou sexy que de la recherche de subventions sur de l'innovation sociale et environnementale, qui pour autant est bien plus pérenne parce qu'il y a beaucoup de start-up tech en agriculture urbaine qui se sont cassés la figure il y a quelques temps, enfin là tout au long de ces dernières années. Et puis après, il y a parfois des logiques de régie agricole, mais ça nécessite quand même un certain nombre de compétences au sein de la collectivité. Et finalement, les associations, nous, on est un peu de la délégation de services publics, dans le sens où on a l'expertise pour mettre en place ce genre de projet. C'est des projets qui sont d'intérêt général, qui apportent du mieux vivre et plein d'autres bénéfices écosystémiques. Et donc la collectivité nous confie un peu la gestion de ces projets, mais finalement parfois moi j'ai presque l'impression de travailler pour, ou en tout cas avec la collectivité, et il y a plein d'interactions fertiles qui se font entre leurs services et nos services, sur le service espace vert qui vont nous apporter des déchets verts, des déchets bruns, les services des déchets, les services éducation où on fait il y a le beaucoup compostage d'éducation. maintenant qui s'installe au bas des immeubles. Exactement, et qui peut être un service. Nous, on s'occupe d'un certain nombre de jardins partagés. Il y a d'autres assos qui s'occupent du compost de proximité, quand la densité fait que c'est plus pertinent de faire ça. Donc il y a une vraie interaction fertile avec la municipalité et on travaille vraiment en accointance avec ces acteurs-là. Très bien, on va passer sur la troisième partie qui se résume simplement à ça. Jusqu'où on peut aller? Alors déjà, sur une première question, c'est comment vous faites? Vous avez parlé tout à l'heure du recensement des espaces qui peuvent être utilisés pour l'agriculture urbaine. Je dois vous avouer que c'est une des choses qui m'a le plus étonné. C'est l'étude pour la RATP il y a 2017-2018 qui montrait qu'ils avaient sur leur seul territoire, dans Paris, 4 hectares qui pouvaient être convertis à l'agriculture urbaine. On cherche où est-ce qu'ils sont. Puis je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Je vais à la Défense regarder un chantier d'un immeuble, et là, à côté, il y avait une bretelle d'autoroute qui ne servait à rien. Plus personne ne l'utilisait, elle n'avait plus d'ouverture, elle n'allait plus nulle part, et elle était là en béton, elle avait été construite dans les années 60 et elle avait été oubliée. Une bretelle d'autoroute. Et donc, je me suis demandé, mais comment est-ce que... Alors, la question que je vous pose tous les deux, c'est comment est-ce qu'on peut, comme ça, avoir des espaces vides qui se créent dans un milieu qu'on pense rempli à ras-bord, quoi. Alors, sur le potentiel de l'agriculture urbaine, alors oui, effectivement, la RATP a peut-être 4 hectares. Après, il faut regarder ces hectares-là parce qu'il y a plein de contraintes liées au milieu urbain. C'était 4 hectares qui ne servaient à rien. Ok, déjà, c'est une première chose. Après, une fois qu'on sait ça, il y a plein d'autres contraintes qui peuvent s'ajouter. Bon, il y a la concurrence foncière. Ça, clairement, c'est énorme par rapport à d'autres usages qui peuvent être faits. Il y a la pollution. Et si c'est pollué, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas cultiver, mais ça va nécessiter de créer ce qu'on appelle des technosols fertiles, de préférence low-tech, parce que c'est en fait un technosol, c'est un peu comme si on recrée un sol, mais c'est pas vraiment un sol, parce qu'un sol, ça met pour quelques centimètres, ça met des milliers d'années à se créer. Donc on va imiter, c'est une forme de biomimétisme, l'utilité d'un sol. Ça a des avantages parce qu'aujourd'hui, on peut créer des technosols avec les déchets de la ville, des dalles concassées, des déchets verts, des déchets bruns, etc. Et puis en plus, ça sensibilise sur l'importance du sol, qui est crucial pour l'avenir de l'humanité. Donc ça, c'est intéressant. Après, il y a plein d'autres contraintes qui peuvent s'ajouter. Ça va être des potentielles dégradations, ça va être des potentielles nuisances. Donc, sur le papier, oui, il y a plein d'espaces. Pareil sur les toitures, pariculteurs, tout ça, on parle. Mais quand c'est des toits en cuivre, avec les questions de portance, etc., c'est pas aussi facile que ça. J'entends bien, mais ce Ouais. qui m'étonne, moi, c'est qu'il y ait autant d'espaces où il n'y a rien. Qu'est-ce que vous en pensez, Sébastien?
ou qui ne Je trouve que servent Boris pas. a tout dit sur cette question. Il y a des espaces qui ne servent pas, mais il y a souvent des raisons pour lesquelles ils ne servent pas ou pour lesquelles ils sont négligés. Il y a sans doute des tas d'efforts à faire pour, entre guillemets, les reclaim et puis faire des pratiques d'agriculture urbaine si c'est possible, ou si même elles sont un moyen de régénérer ces endroits. Il y avait un urbaniste, autrefois un des grands-pères de l'urbaniste, qui était un biologiste, qui s'appelait Patrick Geddes, un Écossais. Il était botaniste au départ. Et la vieille ville d'Édimbourg, vous savez, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, elle avait été abandonnée, cette ville moyenâgeuse. On avait créé des crescents en bas, c'était devenu l'Athènes du Nord. Et toute cette vieille ville avait été abandonnée et était pleine de ruines, de terrains vagues, etc. Et Geddes, prof, a emmené ses étudiants là-bas et au fond disait, le mieux, ce serait de cultiver ces différentes parcelles. Non pas parce que le jardin, c'est forcément la meilleure idée à terme de ce qui devrait se trouver là, mais parce que ça nous engage à nous occuper de cet endroit, à le regarder, à apprendre ses ressources, à voir les leviers qu'il pourrait avoir, bref, à s'intéresser à lui et à entendre ce qu'il a à nous dire. Donc il se félicitait que le jardinage auquel l'avait obligé son père quand il était gamin, ait été la meilleure préparation possible à la discipline qu'il appelait l'urbanisme. C'est une très belle histoire. Je crois qu'il y a toujours un mouvement qui s'appelle le flower gardening. Guérilla gardening et les incroyables comestibles. Voilà, c'est ça, où on va semer des endroits où il y a un petit peu d'humus et tout ça, c'est en Angleterre. Ça a commencé en Angleterre, mais c'est un mouvement mondial. Ouais. Oui, Boris, vous voulez... Ouais, en fait, en y réfléchissant aussi par rapport à ce que vous avez dit sur l'ensemble des espaces, en fait, on n'est pas obligé de raisonner toujours en comestible. Comestible, ça nécessite des contraintes, ça nécessite beaucoup de soins aussi, mais en fait, les villes vont forcément avoir besoin de végétalisation. Nécessité fera loi. Quand on va se retrouver à 50 degrés, en fait, il faudra végétaliser. Alors, soit on fait une fuite en avant et on va installer des clims, mais en fait, la clim, c'est pour moi une fausse bonne solution. Ça va refroidir à l'échelle du foyer, mais ça va réchauffer les villes. Donc, ça va empirer le problème. Soit on va sur des solutions de végétalisation, et là, en fait, toutes les interstices de la ville, on peut s'en servir pour régénérer et créer des espaces de biodiversité. Et ça peut être, par exemple, il y a un projet en Ile-de-France qui s'appelle Alage. Eux, ils font de la fleur sur des espaces extrêmement pollués. Et c'est mieux qu'aller chercher de la fleur et d'acheter des fleurs pleines de pesticides qui viennent d'Éthiopie ou des Pays-Bas, par exemple. Donc, c'est des nouvelles filières qui pourraient être créées. Jusqu'où on peut aller? On parle beaucoup de la nature en ville, justement pour les questions climatiques, faire baisser les lots de chaleur, la température, les lots de chaleur urbains. Jusqu'où on peut imaginer aller, je végétaliser complètement. Là, la place de l'hôtel de ville a été végétalisée, la place de Catalogne aussi à Montparnasse. Je ne parle que de Paris, mais il y a plein d'autres exemples dans toutes les villes. Jusqu'où on pourrait vraiment prendre la place de la voiture pour y mettre la nature? Je ne sais pas. Jusqu'où on peut... Je pense que oui, la voiture thermique, à partir du moment où elle fait 50% de la surface d'une ville comme Paris, il y a un moment où il va falloir qu'elle laisse de la place et de l'espace. Donc clairement, les routes vont devoir laisser un peu plus de place sur l'aménagement des villes futures. Après, si moi je raisonne plutôt sur la partie transition agricole et alimentaire, jusqu'où on peut aller, pour moi il y a deux scénarios. Soit on continue à tout séparer et donc on va continuer à spécialiser, on va continuer à être dans cette économie de la mine où on va chercher des intrants à l'extérieur et on va utiliser le pétrole pour continuer à mécaniser, à financiariser, à spécialiser, et donc on aura de moins en moins d'agriculteurs sur des surfaces de plus en plus grandes et on va se retrouver à un moment alors ça peut continuer quelque temps, puis on va se retrouver face à un mur par rapport à la descente énergétique, ou alors on décide de effectivement utiliser des villes comme des leviers pour susciter un nouvel exode et aller chercher des nouveaux agriculteurs. Et au lieu d'être intensif en intrants, on est intensif en main-d'œuvre, on est intensif en expertise, et on recrée de nombreuses fermes en polyculture élevage ou en tout cas en polyculture, qui sont plus autonomes, qui sont sur des pratiques agroécologiques qui à la fois sont des
des savoir-faire ancestraux et en même temps les meilleures avancées scientifiques qui existent sur le sujet aujourd'hui. Et on transforme notre système alimentaire vers plus de résilience et plus de durabilité. Le regard de l'urbaniste, de l'architecte, sur justement jusqu'où on peut aller, la transformation de la ville. Oui, mais je pense que pour ce qui est des transformations de la ville, Boris l'a très bien dit, c'est-à-dire il faut faire énormément de choses dans les villes elles-mêmes, tout en sachant que les villes ne sont pas forcément le point de fuite de tous les efforts, parce que d'une certaine manière, elles ont été produites très largement, ou elles ont cru très largement grâce à ce modèle d'usage des sols qu'est la mine, et que donc elles doivent être relativisées. Et il y a beaucoup de solutions aux problèmes qui se posent dans les villes, où vivent la plupart d'entre nous, en gros, dont les solutions sont en dehors aussi des villes, en replantant, en faisant de l'hydrologie régénérative, en faisant plein de choses ailleurs, et en encourageant, évidemment, comme le fait par exemple l'atelier paysan dans son reprendre la terre aux machines, encourager absolument à corriger cette anomalie de dingue qui fait qu'on a si peu d'agriculteurs, de main-d'œuvre, de travail dans les champs, et de faire une efflorescence de pratiques agricoles là-bas, agroécologiques, permaculturelles, ce qu'on voudra. Justement, là, vous dites si peu d'agriculteurs, est-ce qu'il est possible justement d'avoir un retour en arrière, c'est-à-dire avoir des gens qui ont la vocation, qui l'ont gardée, mais qui sont, comme Boris, qui sont nés dans les villes et qui disent non, je veux retourner à l'agriculture. Je crois que 9 élèves sur 10 dans les écoles, dans les lycées agricoles ne sont pas issus du milieu agricole. Est-ce qu'effectivement ce mouvement-là existe? Est-ce qu'il a des chances de prospérer et que ces gens réussissent à faire ce retour? Alors, je ne sais pas si c'est vraiment un retour en arrière. Ça sera, en fait, pour moi, la période pétrole. C'était mal choisi. Mais c'est une transformation qui s'inspire. Mais en fait, pour moi, l'ère du pétrole, c'est 300 ans, c'est même pas une goutte d'eau dans l'échelle de l'histoire de l'humanité. Donc, je pense que si on raisonne sur du temps long, en fait, ça va être très fugace et on va en sortir. Soit par choix, et moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut prendre de l'avance pour ne pas se retrouver face à un mur, soit par nécessité, parce que en fait, au bout d'un moment, on voit bien, il y a une double contrainte, il faut aller chercher moins de pétrole à cause des questions climatiques, et de toute façon, il y en a de moins en moins, ou en tout cas, elle nécessite de plus en plus de ressources pour aller la chercher, donc des conflits entre les pays, etc. Donc il y aura une nécessaire transformation. Alors oui, il faut regarder dans l'histoire et dans le passé sur les bonnes pratiques qui existaient, mais je pense qu'il y aura des renouveaux. Nous, par exemple, on parlait de faire plusieurs métiers à la fois. Peut-être qu'il y aura ces métiers de slasher, entre guillemets, qui vont à la fois avoir un métier un peu agricole et qui en même temps vont garder une profession intellectuelle qui est un peu plus rémunératrice, parce que je ne suis pas sûr qu'on va être un grand mouvement à vouloir travailler dans le milieu agricole comme on travaillait nos grands-parents à s'échiner à la tâche. Enfin, ça ne donne pas envie en fait. Et on voit bien que les formations classiques, elles perdent de plus en plus parce qu'on ne veut pas revenir vers ça. Il faut trouver un nouveau mode d'agriculture. Et une des solutions pour moi, c'est de rémunérer les services écosystémiques. Aujourd'hui, l'agriculture industrielle, elle est plus rentable, entre guillemets, et elle fonctionne mieux parce que tous les impacts négatifs qu'elle génère sur l'environnement, sur la société, sur la santé, en fait, ce n'est pas elle qui les paye, c'est nous. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est moins cher d'acheter des produits ultra transformés que des produits sains. Mais si on inverse la tendance et qu'on taxe les produits industriels néfastes pour la santé et qu'on subventionne plutôt les produits bénéfiques pour la santé, ce qui est exactement le contraire de ce qui se fait aujourd'hui, en fait, on va arriver vers ce mouvement-là et les personnes qui feront les pratiques vertueuses, elles seront mieux rémunérées pour leur travail. Merci, ça va être le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup, c'était passionnant. Véronique, est-ce qu'on a des questions dans la salle? Non. On n'a pas de questions sur le chat. Par contre, dans la salle, est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup pour cet éclairage croisé architecture-agriculture. Je pensais qu'il y aurait des choses sur l'utilisation des biomatériaux. Alors, il y a maintenant la Nature-Based Solutions. J'adore, moi, quand on parle de ça, parce que c'est tout à fait du green
du green propos. Mais l'utilisation des matériaux résiduels de l'agriculture dans la construction et des matériaux du sol, voilà, vous en avez peu parlé, et pourtant ils font partie du respect du vivant, c'est-à-dire utiliser au maximum tout ce que les ressources agricoles, que ce soit élevage ou filière, vous avez parlé du foin, mais il y a aussi la paille et tout ça, on l'utilisait pour faire de l'isolation. Tout était utilisé jusqu'à la corde, vraiment le moindre molécule était utilisée en économie circulaire. Donc voilà, cet aspect-là, est-ce que vous avez un petit éclairage là-dessus ? Qui veut répondre ? Juste, je vais vous répondre. Ce sujet-là est un sujet à tiroir, c'est-à-dire que les tiroirs, on a des sujets, donc il faut quand même essayer de délimiter les questions, quoi. Biomatériaux, architecture. Oui, il y a beaucoup les écoles d'architecture et puis des tas de pratiques architecturales ici et là s'intéressent à ça. C'est-à-dire comment mobiliser non seulement, disons, de la terre crue, de ces choses-là, mais effectivement tous les externalités ou les déchets de production agricole. Aujourd'hui, ça foisonne. Je reviens d'un colloque à Bordeaux où plein d'écoles présentaient comme ça des expériences. Et c'est amusant parce que à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe, il y a un type en France qui était un maçon lyonnais qui avait forgé le terme d'agritecture en disant il faudrait rapprocher ces deux arts comme ça, absolument, faire que les fermiers sachent être des constructeurs et faire que les architectes connaissent quelque chose un peu quoi, au produit de la ferme. Et bizarrement, ça a été repris ce terme plus récemment par les éco-modernistes pour désigner des buildings that grow food dans les voitures. Mais en effet, c'est une piste très importante. Et alors sur le lien entre agriculture urbaine et économie circulaire, il y en a de plein d'ordres différents. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire au maximum. Après, il y a des contraintes liées au milieu urbain, et notamment la logistique du dernier kilomètre, qui fait que c'est parfois très complexe d'aller chercher les ressources là où elles sont. Alors, on parlait du lien avec les services déchets verts, déchets bruns. Ça, c'est assez facile. Pour peu que la collectivité soit d'accord pour collaborer. Donc ça se fait. Sur les déchets de chantier, ça va dépendre des entreprises de chantier. Parfois, c'est intéressant pour elles parce qu'en fait, elles se retrouvent à avoir creusé énormément de surface, elles ont énormément de terre et elles doivent payer pour les déposer quelque part. Donc ça peut les arranger de déposer. Mais il faut voir la qualité de ce sol-là aussi. Là, par exemple, nous, on a une friche industrielle polluée où il y avait des émanations de pollution. Donc, on a recouvert sur 1 mètre de terre, alors de la terre de chantier, pour ne pas aller chercher de la terre minérale qui est très bien là où elle est. Et là, donc, du coup, on a fait un partenariat avec un acteur de l'immobilier pour qu'il nous apporte cette terre. Donc, c'est faisable, mais les contraintes liées au milieu urbain, parfois, nous empêchent de le faire. Est-ce que vous avez encore quelques questions ? Oui. Moi, je voulais parler un peu plus de l'attractivité des activités. Et on voit un peu que les milieux qui s'intéressent à l'agriculture urbaine et à rapprocher les gens de ce milieu-là, on voit qu'il y a pas mal de lieux hyper inclusifs qui ferment, la cité fertile, tout ce genre de lieux. Et je voulais savoir si vous avez des choses à dire par rapport à ça, comment maintenir l'attractivité de ces sujets-là et comment faire en sorte que les gens du coup des villes qui sont potentiellement souvent loin de ces sujets-là, comment les ramener à ces sujets-là et comment maintenir une attractivité autour de ça, quoi. Alors, là, on est dans un momentum qui est particulier. C'est-à-dire que l'agriculture urbaine, en tout cas sur du temps court, il y a quelques années, elle était vraiment très à la mode. On le voyait dans les médias. Il y a eu des gros appels à projets comme Quartier fertile de l'ANRU, des ministères qui ont commencé à s'y intéresser, dont le ministère de la Ville. Là, et c'est pas qu'à l'échelle française, c'est vraiment à l'échelle mondiale, il y a un peu un backlash de l'écologie. On le voit avec les États-Unis et Trump, on le voit un peu partout. Et la France, c'est pareil, en fait. Les élections européennes, il y a beaucoup moins d'écolos qu'il y avait dans les élections européennes précédentes. Aux législatives, ça a été pareil. Et sur l'agriculture urbaine,
en ce moment, c'est plus compliqué parce que tous les appels à projets se sont arrêtés. Et on va voir aux prochaines municipales comment ça va évoluer, puisqu'il y avait quand même pas mal de villes qui étaient portées par les écolos qui poussaient ce projet-là. Mais moi, je vois ça comme un moment qui va être transitoire, en fait, parce que c'est obligé, on va être obligé de passer par là. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se replie un petit peu pour l'instant, pour essayer de passer cette tempête, entre guillemets. On attend de voir, on essaie de minimiser nos charges et de trouver le peu de ressources qu'on a. Et on se dit que ça reviendra, parce que on n'a pas le choix, en fait. D'autres questions? Bon. Merci beaucoup Sébastien, merci beaucoup Boris et merci beaucoup Loïc pour cette dernière conférence de l'année 2025. Donc on se retrouve plus tard et on se retrouve pour le déjeuner pour les intervenants et les gens qui sont dans la salle. Merci beaucoup. Merci.